On va dire que ça fonctionne. C'est bon? On va dire que ça fonctionne. Alors, amis du jour, bonjour. J'espère que ça marche et que vous m'entendez. Écoutez, merci à Joël et Jean-Pierre d'avoir organisé ce Facebook Live au débeauté pour une édition spéciale pâtisserie, non pardon, spéciale coronavirus, depuis Londres. Non, pas depuis Londres, depuis chez moi. Alors, je vais prendre les questions, pas exactement dans l'ordre de celles qui ont reçu le plus de soutien, mais dans un ordre un peu plus chronologique et un peu plus séquentiel. D'abord, il y a une question que je n'ai pas vue. Je ne sais pas si elle existe quelque part, mais peut-être que oui, mais sinon, c'est pas grave, je vais y répondre quand même. Qui est, est-ce qu'il y a un lien quelconque entre ce qui est en train de nous arriver et la question du réchauffement climatique? En fait, la réponse est, enfin, ou plus exactement, entre ce qui est en train de nous arriver et le couple énergie-climat. Alors, la réponse est oui. Pas de façon directe, c'est-à-dire que évidemment, on ne peut pas dire que le coronavirus ne serait pas arrivé si il n'y avait pas eu ou le réchauffement climatique ou le pétrole. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous sommes en train en ce moment de vivre grandeur nature, une déstabilisation à court terme d'un système qui est fait pour être très performant tant que tout va bien et qui a beaucoup de mal à fonctionner près de sa zone ordinaire, on va dire. C'est-à-dire que là, on fonctionne tout de suite dans un mode qui est raisonnablement dégradé par rapport à son mode ordinaire quand il commence à y avoir un petit grain de sable. Alors je m'explique. L'énergie abondante a fait, comme un certain nombre de gens qui écoutent le savent, un monde mondialisé, c'est grâce au pétrole qu'on a mondialisé les échanges, un monde urbain, c'est grâce à l'énergie abondante qu'on a réussi à mettre les gens entassés dans les villes, un monde de grandes organisations. Avant l'énergie abondante, il n'existait pas une seule société, si peut-être l'Église, dans laquelle on trouvait des centaines de milliers de gens et des sites uniques avec des dizaines de milliers de salariés. Et l'énergie a donc, façonné un monde dans lequel, par construction, c'est plus facile à une petite bestiole de se propager, et quand on empêche la bestiole de se propager, du coup, ça désorganise instantanément la totalité de ce qu'on a besoin de faire, parce que ça désorganise instantanément le fonctionnement des grandes organisations, des villes et des flux d'échange. Donc il y a un lien évident entre ce que nous sommes en train de vivre et qu'est-ce que je veux dire? Et le fait que notre civilisation se soit structurée d'une certaine manière avec l'énergie qui a été disponible pendant 2 siècles. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on ait construit un monde qui soit plus fragile que ce qu'il était il y a 2 siècles, parce qu'il y a 2 siècles, on n'était pas capable de résister à une pandémie qui par ailleurs se répandait quand même. Alors la peste date pas d'il y a 2 siècles, mais il y a eu des époques dans le passé où on était quand même beaucoup plus vulnérable face à ce qui est en train de... face aux petites bêtes. En ce qui concerne le changement climatique, c'est évident que le lien restera à jamais impossible à établir, parce que c'est dans l'autre sens qu'il est facile à faire. Quand on chauffe le bouillon de culture, ça favorise la multiplication enfin, ou plus exactement, ça profite à un certain nombre de micro-organismes, et donc c'est quelque chose le réchauffement climatique va favoriser très vraisemblablement l'apparition plus rapide d'un certain nombre de choses, d'agents pathogènes dont on se serait bien passé. Voilà. Mais évidemment, il n'y a strictement aucun lien formel qui peut être fait entre ce qui est en train de nous arriver et la question du climat. Voilà, donc une fois qu'on a répondu à ça, la question c'est, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Alors la première question à laquelle je vais répondre, qui est aussi celle qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, c'est est-ce qu'on peut tirer parti de la situation actuelle pour organiser un nouveau fonctionnement? La réponse est oui et non. Alors je vais être un tout petit peu plus précis. Le gouvernement aujourd'hui, il est pris totalement au dépourvu par une situation qui est hors norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans les cartons, à l'échelle du pays, quelque chose qui correspond à un mode de fonctionnement planifié dans la situation qui est aujourd'hui la nôtre. Il y a des organisations
qui sont capables de prévoir des modes de fonctionnement dégradés. Par exemple, pour répondre à une autre question à laquelle je répondrai plus tard, EDF a un plan pandémie, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils se sont posé la question de savoir, et s'il nous manque 10% des gens, et 20% des gens, et 30% des gens, et 40% des gens, comment est-ce qu'on fait? En ce qui concerne l'État, alors il y a d'autres systèmes qui ont des plans comme ça, qui sont faits pour être capables de, enfin, comment dire, pour penser le fonctionnement en mode dégradé. Par contre, au niveau de l'État dans son ensemble, le fonctionnement en mode dégradé, il n'existe pas. Et en particulier pas avec les gens qui sont obligés de rester chez eux, sauf pour motifs essentiels. Une fois que j'ai dit ça, il y a plein de gens qui commencent à s'exprimer sur le mode on vous l'avait bien dit, sauf que on vous l'avait bien dit, c'est pas un plan, donc malheureusement ça sera pas audible dans le contexte actuel, parce que ce qui est audible dans le contexte actuel, malheureusement, c'est les plans qui avaient été pensés avant que la surprise n'arrive. Dit autrement, quand on est pris au dépourvu, c'est pas à ce moment-là que on change, on sort le papier à dessin et qu'on commence à dessiner un mouton. À ce moment-là, tout ce qu'on est capable de faire, c'est d'activer des plans qui avaient déjà été préparés avant. Or, il se trouve que malheureusement, le seul plan qui a déjà été préparé avant pour essayer de remettre le système sur les rails, c'est très exactement on recommence. Alors je vais être un peu plus précis. Aujourd'hui, il y a par exemple les compagnies aériennes qui sont au tapis. Enfin, exactement, leurs avions sont au sol. Dans l'espace de vraiment pas longtemps, elles vont à peu près toutes faire faillite. On pourrait très bien se dire, bon, que d'un mal sorte un bien, puisque les avions arrêtent de voler et que les gens y survivent, eh bien, on ne relance pas le système tel qu'il est, et l'argent qu'on va injecter à partir de maintenant, il n'est pas fait pour faire revoler des avions, il est fait pour convertir les gens qui travaillaient dans le monde aérien pour qu'ils se mettent à faire autre chose. On pourrait le faire. Sauf que, comme il n'y a strictement aucun plan qui a été proposé avant que la crise n'arrive pour faire ce genre de choses, dit autrement, il n'y a rien sur la table, eh bien, ce qui va être fait, très vraisemblablement à la volée, c'est que le gouvernement va ou nationaliser Air France ou faire quelque chose d'équivalent pour essayer de faire repartir le système comme il était une fois que l'urgence est passée. C'est exactement pareil pour le pétrole aux États-Unis. À cause de la baisse du prix du pétrole, alors qu'il y a un lien avec le coronavirus évidemment, j'y viendrai quand on parlera du pétrole. Avec la baisse du prix du pétrole, eh bien, une bonne partie des exploitants de pétrole dits de schiste aux États-Unis sont en très grande difficulté et le gouvernement a l'intention de les aider à surmonter cette difficulté, pas du tout, de profiter du fait qu'ils ne vont pas être capables de sortir du pétrole de terre en se disant bon, on va essayer de s'organiser un peu différemment avec des voitures plus petites et des gens qui prennent un peu moins l'avion. Donc la réponse, c'est que en période de crise, mon expérience, c'est qu'on ne fait rien d'autre que sortir des cartons les plans qui avaient été conçus avant. Alors après, ça va dépendre de la longueur de la crise. C'est-à-dire que si dans un premier temps, on fait repartir les activités et puis qu'on a un deuxième accident derrière, je ne sais pas, et que, parce que c'est parfaitement possible, et en fait j'en vois un venir qui va être une récession en plus de celle du coronavirus, et j'y viendrai aussi quand on reparlera du pétrole. Mais si derrière il y a un deuxième accident, à ce moment il est possible que les gens qui ont encore un peu le temps de réfléchir en ce moment, et qui se mettent à, eux, sortir la planche à dessin pour voir comment on pourrait s'y prendre, il est possible qu'ils deviennent audibles dans 6 mois ou dans un an, quand il y aura, j'ai envie de dire, la deuxième passe, et qu'à ce moment-là, les chakras seront un peu plus ouverts. Voilà, mon sentiment, c'est que ça va se faire en 3 temps, cette histoire. Donc, dans un premier temps, on gère l'urgence. Donc, en ce moment, c'est même pas la peine de parler de quoi que ce soit concernant le plan de relance à qui que ce soit, parce que de toute façon, tout l'exécutif gère l'urgence. Une fois que l'urgence sera derrière nous, c'est-à-dire qu'on aura commencé à contenir l'épidémie, à ce moment-là, les plans de relance qui seront activés seront des plans de relance, à mon avis, très exactement à l'identique, sauf à ce que les gens qui sont l'objet des plans de relance aient eux-mêmes des demandes pour se relancer de façon un peu plus verte et qu'ils y aient pensé à l'avance. Et dans un troisième temps seulement, ce qui est en train d'être éventuellement pensé aujourd'hui sera discutable au moment où la relance elle-même s'essoufflera. Parce qu'il est vraisemblable qu'on ait un problème avec la relance elle-même. Alors c'est là que je vais venir à
une autre question, donc je vais faire un petit aller-retour sur la question pétrole et CO2, parce que j'ai vu que la question avait été posée également. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le pétrole? Une des explications que j'ai entendues, c'est que nous sommes déjà en fait dans l'après-pic et qu'on est déjà en train de vivre une situation de déflation et que cette situation a été engendrée par le choc pétrolier qui s'est étalé de 2008 à 2014 et qui lui-même a été provoqué par le pic de production du pétrole conventionnel. Alors je le refais dans l'ordre. 2008, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, le pétrole conventionnel passe par un pic. Du coup, on a ce qu'il est coutume d'appeler maintenant la crise des subprimes, mais qui en fait est une crise énergétique à la base. D'abord, le pétrole commence à se faire un peu plus rare, ou plus exactement, il n'augmente plus. Le PIB décélère et le système financier américain se détricote. Là-dedans, le prix du pétrole remonte très fortement. Du coup, les investissements dans l'amont pétrolier triplent en l'espace de quelques années. On racle un peu mieux les fonds de tiroir et surtout on se met à lancer la production de shale oil, mais laquelle est beaucoup plus difficile techniquement et beaucoup moins rentable économiquement que la production de pétrole conventionnelle qui elle est en train de décliner. Et le système en novembre 2018 arrive à un pic depuis lequel la production décline. Et ce pic engendre lui-même un début de difficultés économiques. On voyait bien, la croissance était en train de baisser partout, la production industrielle de l'Allemagne commençait à souffrir, etc. Et ce pic engendre un début de diminution du prix du pétrole. Et à ce moment, le système s'emballe. Le début de diminution du prix du pétrole met les foreurs de shale oil en difficulté, supprime encore plus les investissements. Et là-dessus arrive le coronavirus, qui est le coup de grâce en faisant tomber le prix du baril à un niveau qui est tellement bas que les investissements vont continuer à baisser. Alors là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que comme les investissements dans le shale oil, qui était le seul réservoir de croissance avec les sables bitumineux, baissent, du coup la production de shale oil va s'arrêter de croître, voire se mettre à baisser. Dans les pronostics qu'on commence à voir passer ici et là, il y avait un article, je ne sais plus, dans le FT, je crois, aujourd'hui, disant que 2020 pourrait très bien, à 30 ou 40 $ le baril, être l'année du pic de production du shale oil. À ce moment, la production mondiale de pétrole se met à baisser, et comme l'activité économique suit au premier ordre, ou plus exactement ne peut pas être plus importante, c'est plutôt ça qu'il faut voir, que la production de pétrole, c'est-à-dire il peut y avoir autre chose qui l'entame, par exemple le coronavirus, mais en tout cas, sa borne supérieure, son enveloppe, c'est la quantité de pétrole disponible. Et comme cette quantité baisse, ça veut dire que les plans de reprise ne donneront pas les effets escomptés. C'est là que je voulais en venir. Dit autrement, à un moment, on retombe sur un défaut de pétrole pour que les plans de relance s'appliquent à plein. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va injecter plein d'argent. C'est un peu comme le quantitative easing après 2008. On va injecter plein d'argent et la relance économique ne suivra pas. Donc c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que peut-être il commencera à y avoir une opportunité pour que les oreilles s'ouvrent et qu'on essaye de faire différemment. Alors ce différemment, il demande il demande des mesures qui là aussi pour le moment sont très très peu disponibles sur la table. Parce que en gros, ça revient à faire face à des problèmes qui augmentent avec des moyens qui baissent. Or, personne aujourd'hui, y compris chez les écologistes, c'est ça qui est très drôle, personne aujourd'hui n'a ce type de cahier des charges en tête. Si on prend nos amis de Negawatt, par exemple, la contrepartie économique de leur scénario, c'est la croissance. C'est-à-dire que quand ils ont fait le volet économique de leur scénario, ça se fait dans un monde en croissance. La SNBC française, qui prévoit une très forte baisse de la consommation d'énergie fossile, enfin, ou plus exactement qui scénarise, pas prévoit, une très forte baisse de la consommation d'énergie fossile, eh bien, elle se fait dans le cadre d'un monde en croissance. Le scénario 2 degrés de l'AIE, qui est aussi un scénario qui est censé permettre d'avoir une économie qui se décarbone, se fait dans un monde en décroissance. En croissance, pardon. Quel horrible lapsus. Le Green Deal européen se pense également dans un monde en croissance. Donc aujourd'hui, sur la table à dessin, il n'y a pas de plan pour gérer un monde avec moins de moyens. Dit autrement, les gens qui ont pensé des mesures activables dans un monde dans lequel, globalement,
les moyens baissent, et je parle bien des moyens physiques, dont les moyens économiques ne sont qu'une représentation, mais dans un monde dans lequel les moyens physiques baissent, pour le moment, les gens qui ont tenté d'y réfléchir sont comment dire, rares. Alors, au Shift Project, c'est ça qu'on essaye de faire, soit dit en passant. On a déjà essayé de réfléchir en ce sens, et on va, à la faveur de ce qui est en train de nous arriver, essayer d'accoucher d'une espèce de crash programme ou de plan qu'on pourrait proposer, dont on ne pense pas qu'il sera encore une fois audible dans les mois qui viennent. Mais par contre, on espère vraiment que dans l'année, n'importe quand entre maintenant et la prochaine élection présidentielle, si la situation ne dégénère pas trop, on aura une fenêtre de tir pour le présenter, parce que, encore une fois, je pense que malheureusement, la réalité, c'est que quand il y aura des plans de relance, ces plans de relance vont buter sur la baisse de la production de pétrole. Alors, accessoirement, au moment où il y aura des plans de relance et une production de pétrole en baisse, la logique voudrait qu'il y ait un nouveau choc pétrolier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le prix du pétrole remonte très rapidement. Comme vous avez pu le constater ces derniers temps, le prix du pétrole est devenu maintenant extrêmement volatile, donc il est capable de fluctuer à la hausse comme à la baisse très très rapidement. Et donc, je ne serais pas plus étonné que ça si après être à 20 $ le baril, un an après ou 2 ans après, il se baladait à 100 $ le baril. Je pense que tout ça fait partie des choses possibles. Donc, je ne suis pas du tout en train de faire une prévision. Je suis juste en train de dire que c'est très très difficile aujourd'hui de faire des pronostics. Et plus que jamais, cette blague de pétrolier me semble valable, qui est, vous pouvez donner un prix et vous pouvez donner une date, mais surtout jamais les deux en même temps. Voilà, donc le pétrole va être un facteur limitant de la reprise. Alors après, est-ce que ça veut dire que le pétrole de schiste américain va voir sa bulle éclater? Ça dépend de ce qu'on appelle une bulle. Ce qui me paraît clair, c'est que le pétrole est tellement stratégique pour les États-Unis que je pense que les États-Unis vont soutenir leurs pétroliers par tous les moyens possibles, y compris en demandant aux actionnaires et aux prêteurs de s'asseoir sur la montagne de dettes que les pétroliers ont contractées. C'est-à-dire que le scénario le plus probable pour moi, c'est pas que les foreurs de pétrole de schiste font faillite et que du coup il n'y a plus de pétrole qui sort. Je pense que s'il y a un problème d'approvisionnement, les foreurs font faillite et ils repartent comme en 40 derrière, tout simplement parce que vous savez qu'aux États-Unis, comme en France, il y a une loi sur les redressements judiciaires, le Chapter 11 aux États-Unis, qui permet de redémarrer l'activité à l'abri de ses créanciers. Donc je pense que la production elle-même, elle sera limitée aux États-Unis beaucoup plus par des facteurs géologiques et techniques que par des facteurs financiers. Le shale oil n'a pas gagné d'argent en cash flow depuis ses origines, ça ne l'empêche pas d'avoir continué à produire de plus en plus. Je ne suis pas complètement convaincu qu'il va s'arrêter de produire tout simplement parce qu'il a des difficultés économiques aujourd'hui et qu'il ne peut pas rembourser ses créanciers. Je pense que du point de vue des États-Unis, c'est pas complètement un sujet. Donc, est-ce que la bulle va éclater au sens où il va y avoir de la dette pourrie qui ne sera pas remboursée? Ça, très vraisemblablement. Est-ce que ça va empêcher les producteurs de shale oil de produire? C'est pas sûr. Est-ce que ça va avoir un effet systémique sur l'économie? Je ne crois pas, parce que ça représente un paquet de dettes, mais ça représente un beaucoup plus petit paquet de dettes que la dette des États. Donc je pense que ça... Et c'est beaucoup plus petit que le crédit immobilier qui a mis le feu aux poudres en 2008. Donc je ne suis pas complètement sûr que ce soit un risque systémique. Par contre, je le redis, ce que je crois, c'est que la baisse des investissements, d'une manière générale dans le monde, hein, pas qu'aux États-Unis, avec un pétrole à 20 ou 30 dollars, va avoir un effet sur la production. On peut rajouter à ça le fait que un des producteurs majeurs aujourd'hui, qui est la Russie, avait annoncé avant l'épisode coronavirus et avant l'épisode pétrole à 20 dollars qu'ils escomptaient passer leur pic en 2021. Alors, personne ne saura jamais si c'est du bluff, enfin on le saura après coup, comme d'habitude. Mais s'il y a un début de réalité à ça, ça veut dire qu'il faut effectivement s'attendre dans les années qui viennent à des soubresauts très, très importants. Et je le redis, au fait que le plan de relance en business as usual va se heurter de toute façon au mur du pétrole et que c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt avec des propositions concrètes pour ne pas que la population soit laissée dans un désarroi qui alors là sera extrêmement élevé. Un autre effet que ça va avoir,
le- il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas le coronavirus qui fait tomber le prix du baril, c'est une conjonction qui fait tomber le prix du baril. C'est-à-dire, c'est à la fois le coronavirus, le fait que on était déjà en économie qui commençait à se déprimer, et le fait effectivement que les Russes et les Saoudiens ont décidé de ne pas baisser les vannes, de ne pas, oui, fermer les vannes pour autant. C'est une conjonction de l'ensemble. Ce qui euh, donc je le disais, ce qui va être intéressant, c'est de concevoir des plans de relance qui peuvent passer la rampe. Alors, une des choses qui pourrait très bien se produire, soit dit en passant, dans ce contexte-là, c'est que le soutien aux énergies renouvelables électriques, qui aujourd'hui consomment des grandes quantités de capitaux et qui s'occupent d'un problème, notamment en France, qui n'était pas urgent, fasse l'objet d'une réorientation rapide. Voilà, ça c'est quelque chose qui... On voyait déjà les Allemands qui étaient en train de caler. L'année dernière, ils ont installé beaucoup moins d'éoliens dans l'année que ce qu'ils faisaient les années précédentes. Alors par contre, ils ont installé pas mal de solaire, mais il n'est pas du tout exclu que l'un des effets collatéraux, j'ai envie de dire, de cette affaire-là, c'est que la perfusion d'argent public qui est nécessaire pour le déploiement de ces trucs-là se tarisse. Et c'est d'autant plus possible qu'il peut y avoir un effet étonnant dû au marché. Aujourd'hui, les tarifs garantis financent un delta entre le prix de marché, la différence entre le prix de marché et le coût de production. Si on a une économie déprimée, les prix de marché devraient logiquement baisser. Et donc, la quantité d'argent nécessaire au soutien financier devrait à ce moment-là augmenter. Donc, si les prix de marché deviennent durablement bas parce que l'économie en a pris un grand coup dans le nez, eh bien, donc on peut très bien avoir un enchaînement, hein. Moins de pétrole, du coup l'économie souffre, ou coronavirus, du coup l'économie souffre, et du coup derrière, la demande électrique baisse. Et à ce moment, les prix de l'électricité deviennent durablement bas, et donc paradoxalement, comme pour le moment les ENR sont toujours prioritaires sur le réseau, la quantité d'argent public qu'il faut pour soutenir cette filière augmente. Voilà, ça sera intéressant de regarder ce qui va se passer dans ce domaine-là dans les mois et les années qui viennent. Alors dans les questions corollaires, toujours sur le pétrole, il y avait une question qui était pourquoi est-ce que les dirigeants européens ne sont pas plus inquiets que cela face aux futures difficultés d'approvisionnement en pétrole? Ça rejoint une autre question qu'on m'avait posée une fois qui est pourquoi est-ce qu'on peut manquer de pétrole et ne pas voir dans le prix? La réponse, en fait, c'est la même réponse aux deux questions. C'est tout simplement que comme il n'y a pas d'élasticité long terme entre le pétrole et son prix, entre la quantité de pétrole disponible et son prix, et que les dirigeants ne surveillent que le prix, en fait, ils pensent que tant que le prix est bas, c'est qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement. Ils ne comprennent pas qu'un prix bas peut signifier qu'on a eu un problème d'approvisionnement avant et que ça a cassé l'économie. Ils ne comprennent pas ça. De même que quand on se dit si le pétrole coûte pas cher à la pompe, c'est qu'il y en a assez pour tout le monde. En fait, quand on se dit ça, on ne comprend pas qu'un défaut de pétrole a déjà pu casser l'économie et à ce moment, il y a juste moins de gens qui ont les moyens de rouler en voiture et donc c'est normal que à la pompe, le pétrole ne vaille pas plus cher parce que l'offre a changé, mais la demande a changé aussi. Donc les gens en Europe, ils sont intimement persuadés que les marchés étant parfaits, si on doit manquer de pétrole, le prix augmente indéfiniment, et tant que le prix n'augmente pas indéfiniment, c'est qu'on manque pas de pétrole. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils sont pas inquiets. Alors, on va revenir à la question des plans pour l'avenir. Il y a une deuxième question qui était est-ce qu'il est possible de vivre durablement en économie de guerre comme actuellement? Alors la réponse est un certain temps, puisque malheureusement dans le passé, il y a des guerres qui ont duré un certain temps. Par contre, ce qui me paraît clair, c'est que en ce moment, on n'est pas juste en économie de guerre, on est aussi entre guillemets en guerre au sens où on ne s'est pas contenté de réorienter l'activité très fortement, plus exactement d'interdire très fortement certaines activités. J'ai fait un petit calcul, hein. Si on ajoute bout à bout le tourisme, l'enseignement, l'hôtellerie-restauration, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secteur qui a été très rapidement contraint? Évidemment, une bonne partie du tertiaire, etc. En fait, c'est 30% de l'activité aujourd'hui. En gros, c'est 30% du PIB à qui on vient de demander soit d'arrêter d'exercer, soit de s'organiser de façon extrêmement différente. Euh,
c'est donc effectivement une réorientation de type économie de guerre, mais le supplément qui me fait dire que effectivement c'est comme si on était en guerre, c'est la liberté de se déplacer qui vient d'être très très fortement restreinte. C'est-à-dire que dans une économie de guerre, les gens continuent d'aller au travail normalement, ils continuent d'aller manger normalement, etc. Simplement, il y a un certain nombre de secteurs où on leur dit, à partir de maintenant, c'est plus ça que vous faites, c'est autre chose. L'exemple typique aux États-Unis, c'est on a arrêté overnight de faire des voitures et on s'est mis à faire des bateaux et des avions. Voilà, ça c'est l'économie de guerre. Mais pour autant, on n'a pas fermé les restaurants, on n'a pas empêché les gens d'aller au travail, on n'a pas supprimé les rassemblements de plus de 100 personnes. Enfin, là, on a pris des mesures qui sont très très restrictives sur la liberté, et c'est pas juste une économie de guerre, c'est la guerre. Donc, au sens de la privation de liberté. Alors, la bonne question, c'est combien de temps ça peut durer? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mon sentiment, c'est que ça ne peut pas durer extrêmement longtemps. Il commence à y avoir des analyses quantitatives qui circulent ici et là, qui ont l'air correctement documentées, qui disent que pour que le confinement soit totalement efficace, il faudrait qu'il dure selon les pays, parce que au moment où on déclare cette mesure, l'épidémie est plus ou moins avancée, selon les pays, entre 6 mois et 22 mois. J'ai un peu de mal à voir, mais encore une fois, les gens sont capables de choses étonnantes, mais j'ai un peu de mal à voir comment le pays pourrait être totalement figé dans l'état actuel pendant un an. Alors j'ai un peu de mal pour deux raisons. La première, c'est que il va finir par y avoir des émeutes, c'est-à-dire qu'il va finir par y avoir des endroits où les gens ne supporteront plus physiquement d'être confinés dans un appartement de 30 mètres carrés toute la journée, avec les enfants qui braillent, etc. Je pense que ça va à un moment devenir physiquement intolérable, et donc il va se passer des choses, il va y avoir des réactions. La deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que ça puisse durer indéfiniment est la suivante. Mon analyse, donc très, très rapide, c'est que les mesures que nous venons de prendre, maintenues sur un mois, c'est sur un mois de l'ordre de 20% du PIB qui s'en va. Je le redis, hôtellerie-restauration, c'est 8% du PIB. Donc plus de restaurants, plus d'hôtels, ça veut dire 8% du PIB qui disparaît. Les transports, c'est 3 ou 4% du PIB. Donc ça disparaît. L'enseignement, il est fait à distance, mais enfin bon, il est fait dans des circonstances qui sont très acrobatiques, parce que tous ceux d'entre vous qui ont leurs enfants à la maison et qui par ailleurs doivent télétravailler comprendront que de faire les deux en même temps, c'est compliqué. Alors pendant 15 jours, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie aux frais de l'État, mais enfin, pendant 15 jours, je veux bien. Pendant un an, j'ai un peu plus de mal à penser que ça va être le cas. Je continue euh, dans mon inventaire. Vous avez également toutes les activités qui sont liées à la culture, qui viennent d'être arrêtées. Là aussi, il y en a pour 7 ou 8% du PIB. Donc le cinéma, les parcs d'attractions, etc. Si on mettait tout ça à l'arrêt pendant un an, on supprimerait donc, allez, on va dire grosse maille, 20% du PIB français. J'ai un peu de mal à croire que on saura gérer facilement une récession de l'ordre de 20%, ou en tout cas, c'est évident qu'à ce moment-là, ça devient un régime totalitaire, parce que les débordements que ça occasionnera devront nécessiter de basculer dans un régime qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc la question qui est ce qu'on peut vivre durablement en économie de guerre, comme actuellement? La réponse est je ne sais pas, parce que en fait le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement que l'économie est de guerre, c'est que l'économie est contractée, c'est qu'on perd 20% de l'économie dans cette histoire. Alors si on perd 20% de l'économie pendant un mois, ben, vous faites une petite règle de 3, ça veut dire qu'on perd 2% de l'économie pendant un an, puis il y aura un petit effet rebond. Donc effectivement, ça fait passer la croissance qui était envisagée à plus 1%, mais enfin bon, elle est envisagée, pourquoi ça plutôt qu'autre chose, on ne sait pas, mais à moins 1%. Voilà. Mais après, si vous maintenez ça un deuxième mois, et il n'est pas du tout exclu que ça doive être maintenu un deuxième mois, parce qu'aujourd'hui, en termes de confinement, on navigue un peu à vue. À ce moment, vous êtes à moins 3, puis etc. Puis vous rajoutez 2% par mois, et vous voyez à l'arrivée ce que ça donne. Je le redis, j'ai des doutes. Alors après, ça n'est que des doutes, hein. Peut-être que l'expérience montrera que je me trompe. Mais en tout cas, je n'ai pas de doute sur le fait que si ça doit se passer, ça sera pas du tout le monde qu'on connaît aujourd'hui.
La généralisation du télétravail, elle est possible pour les gens qui sont comme moi des cadres urbains. Elle est encore raisonnablement possible pour des gens qui, je sais pas, travaillaient en centre d'appel et pour qui on peut faire en sorte que le centre d'appel soit déporté chez eux. Mais enfin, pour les gens qui préparent des repas au restaurant, le télétravail, c'est compliqué. Pour des gens qui livrent, le télétravail, c'est compliqué. Pour des gens qui accueillaient des visiteurs à Disneyland, non pas que je considère que de perdre Disneyland soit une perte majeure, mais ça faisait quand même beaucoup d'emplois, c'est compliqué. Euh, Même l'enseignement à distance, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, de façon aussi massive que ce qui a été décidé. Euh, donc je ne suis pas complètement sûr qu'on va y arriver de façon durable juste avec du télétravail. Et puis, pas bloquer encore une fois un pays pendant si longtemps. Donc, la bonne question est de savoir combien de temps est-ce que tout ça va durer, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on va arbitrer en faveur de la sauvegarde d'une partie de la population, et qui, au risque de me faire quelques ennemis, je le répète, est quand même une population qui est pour l'essentiel âgée, donc c'est quand même une mesure qui est en faveur de ceux qui ont déjà bien vécu, puisque leur vie est derrière eux, et elle est pour partie en défaveur de ceux pour qui la vie reste à écrire, puisque le fait de figer le pays comme ça, le fige notamment pour construire un avenir qui serait plus souriant pour les gens qui sont jeunes aujourd'hui. Donc je ne sais pas combien de temps est-ce que cet arbitrage sera fait. J'ai pas d'avis. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que, pour revenir à la question qui est-ce qu'il y a des opportunités pour parler au gouvernement dans ce domaine-là, ma réponse est je ne suis pas complètement persuadé non plus que le gouvernement ait une idée extrêmement claire, à l'instant où on se parle, là, de combien de temps ça va durer. Je pense qu'eux aussi naviguent à vue. Alors là, pour le coup, on peut difficilement leur en faire grief, parce que c'est quelque chose que peu de gens avaient imaginé conjoncturellement. Alors on pourra dire aussi qu'il fallait écouter les virologues, que ça fait longtemps qu'ils disent qu'il y a une cochonnerie qui finira par circuler et qu'on n'est pas du tout organisé pour faire face à ce genre de truc, et ces gens-là ont malheureusement raison. Et puis après, pour revenir à mon sujet favori, on peut ne pas être au bout de nos emmerdements. On peut très bien, en plus, avoir cet été une nouvelle canicule, alors qu'on continue à être confiné, avec un problème de ceci, avec un problème de cela. Enfin voilà, on peut imaginer que les emmerdements s'empilent les uns sur les autres. On peut tout à fait faire ce genre de choses. Ce qui devrait être une des réponses à la fois des gouvernements et des organisations, quelles qu'elles soient, les entreprises, l'administration, etc., face à ce genre de situation, c'est que ça devrait nous inciter encore plus qu'avant à faire ce qu'on appelle des analyses par scénario, c'est-à-dire à ne pas voir le monde comme une histoire qui va s'écrire d'une seule manière possible, mais à voir le monde, ou à voir l'avenir plus exactement, comme une histoire qui peut s'écrire de plusieurs façons différentes, et à ce moment se demander ce qu'on fait dans chacun des cas de figure. C'est quelque chose que professionnellement il m'arrive de faire, et qui permet de voir sur un rayon beaucoup plus large que simplement on va aller là et puis il n'y a qu'à utiliser nos moyens pour y arriver parce qu'on est sûr d'y arriver. Ça permet de voir venir des coups du coup de s'en prémunir un peu mieux. Et dans le monde facile dans lequel nous avons vécu de façon croissante pendant 2 siècles, on a eu de plus en plus tendance à abandonner ce raisonnement, qui est un raisonnement prudentiel, hein. Qu'est-ce que je fais si? Donc effectivement, on s'assure contre l'incendie, parce que ça, on voit que ça peut arriver. On s'assure contre les accidents de la route, parce que ça, on voit que ça peut arriver. Mais on ne sait pas encore s'assurer contre les choses qu'on n'a pas encore vues. Et c'est pourtant ça euh, qu'on va devoir apprendre à faire de manière croissante. C'est s'assurer contre des choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'un travail d'analyse par scénario permet quand même d'imaginer, ou en tout cas d'avancer dessus. Est-ce que cette crise va remettre en cause la délocalisation de tout ou partie de notre production de biens? Ça, c'est vraisemblable. Il me paraît clair que la longueur des chaînes d'approvisionnement aujourd'hui est un élément de vulnérabilité. La dépendance à une zone
manufacturière un peu trop concentrée est aussi un élément de vulnérabilité. Et ce qui est farce, si on peut dire, dans cette affaire, c'est que l'industrie pharmaceutique elle-même a failli se retrouver prise au piège d'un approvisionnement en provenance d'une zone qui était fermée pour cause de quarantaine sanitaire. Voilà. Et on n'en est pas passé loin. En l'occurrence, si ça avait été une autre province chinoise, il y avait quelques grands industriels de la pharmacie français qui n'auraient pas été très bien. Donc, mais c'est une extension de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on va devoir passer, comme je l'avais écrit dans une chronique des Échos il y a quelques années, de la performance à la résilience. C'est-à-dire que si on veut que ce genre d'épisode ne se reproduise pas, ou pas trop souvent, il va falloir accepter un système qui est moins performant quand il est dans sa zone de confort, mais plus résilient quand on le sort de sa zone de confort. Et aujourd'hui, on a construit un système qui est très performant quand il est dans sa zone de confort, mais extrêmement peu résilient dès qu'on le sort de sa zone de confort. Et sa zone de confort est assez étroite. C'est celle de la croissance permise par une énergie croissante. Voilà, quand on sort de cette zone-là, eh bien le système commence à dérailler. Allez, un petit coup de CO2. Quel est l'impact du coronavirus sur la consommation d'énergie fossile et par conséquent de CO2 en Europe? Il y a un papier d'une entreprise dont la spécialité est de faire des analyses sur la consommation de pétrole, qui a dit que, de son point de vue, le coronavirus devrait supprimer au maximum de son intensité 10% de la consommation pétrolière dans le monde. Donc si on fait une moyenne sur l'ensemble de l'année, parce qu'eux ils pensent qu'au deuxième semestre on sera entre guillemets revenu à la normale, à ce moment ça fait 5% du pétrole, et le pétrole faisant 30% du CO2, bah, vous voyez ça fait 1,5% du CO2 en moins sur l'année pour l'ensemble du monde. Alors je n'ai pas la réponse pour l'Europe en particulier, mais vous voyez qu'on est en train de parler d'un épisode qui, bien qu'il soit très marqué au moment où il arrive, eh bien, sur l'ensemble de l'année, c'est pas complètement sûr qu'il occasionne une baisse féroce si l'enjeu derrière cette affaire-là, mais c'est le plus vraisemblable, c'est de faire repartir la situation comme avant. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure dans le fait de faire repartir la situation comme avant, c'est que c'est le seul plan qui vient à l'esprit de tout le monde quand il s'agit de sauver l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on n'a pas le plan pour créer de l'emploi à la volée avec des investissements massifs ailleurs que dans les activités qu'il faut sauver, et que par ailleurs ça supposerait de former des compétences, de les faire monter, etc., et que c'est quelque chose qui est un facteur limitant à court terme, le seul endroit où on a des compétences disponibles pour créer rapidement des emplois qui ont été supprimés par la crise, c'est de refaire ce qu'on faisait avant, c'est de refaire la même chose. Or, la principale préoccupation et la première préoccupation, et on ne peut pas les en blâmer, du gouvernement après la crise, ça va être de faire repartir l'emploi. Donc c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse fenêtre de tir pour faire des choses très différemment cette fois-ci. Par contre, au moment où le plan de relance commencera à cahoter, là oui, il faudra avoir des choses, j'ai envie de dire, prêtes à l'emploi. Et l'emploi sera bien le maître mot de l'affaire. C'est bien ça qui sera au centre des réflexions de tout le monde. Il y a une deuxième discrimination qu'il faut faire sur la relance post-pandémie. Dans les pays comme l'Europe, enfin dans les zones comme l'Europe, pardon, qui sont totalement, alors pardon, ça dépend si on inclut la mer du Nord, qui sont largement, je vais être plus précis, dépourvues de pétrole. Aujourd'hui, la mer du Nord, c'est un petit quart de l'approvisionnement pétrolier européen, donc ça fait pas beaucoup, qui sont en déclin gazier, donc la mer du Nord, c'est 50% de l'approvisionnement gazier européen, mais c'est en déclin, et qui sont aussi en déclin charbonnier. Le déclin charbonnier en Europe a commencé dans les années 60 et ça ne doit rien au climat. Dans ces zones-là, notre seule capacité de retrouver rapidement de l'énergie en quantité importante, je dis bien en quantité importante, c'est d'importer du pétrole. Importer du gaz de très loin, c'est compliqué, parce que soit il faut construire un gazoduc et ça prend 10 ou 20 ans, et puis en plus, la Russie se mouche un peu le nez quand il s'agit de le faire avec nous, ils préfèrent le faire avec les Chinois qui sont moins regardants sur leurs histoires de politique interne.
et méthanier avec du GNL, avec du gaz naturel liquéfié. C'est des infrastructures de liquéfaction qui sont très lourdes. Et par ailleurs, là, pour cette énergie-là, on est en concurrence avec toutes les zones du monde. C'est une vraie énergie mondiale, comme pour le pétrole. Et les producteurs de gaz naturel liquéfié préfèrent les Asiatiques, qui sont prêts à payer beaucoup plus cher que les Européens. Donc, on va avoir du mal à importer rapidement du gaz, on va avoir du mal à importer rapidement du charbon, parce que le charbon est un pondéreux solide, donc c'est un truc pour lequel la chaîne logistique est indémerdable. Donc, le seul truc qu'on peut importer rapidement pour faire repartir l'économie, c'est le pétrole. Hors du pétrole, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir un problème. Par contre, les pays qui ont domestiquement du gaz et du charbon, ce qui est le cas des États-Unis, ce qui est le cas de la Chine, ce qui est le cas de l'Inde pour son charbon, eux, ils peuvent très bien effectivement faire un plan de relance encore plus charbonneux qu'avant. C'est malheureusement quelque chose qui est possible. Donc, pour l'Europe et pour les pays qui ont du charbon, la situation ne se présentera pas de la même manière dans la relance possible. Nous, je pense que malheureusement, la seule relance qui est à notre portée, c'est la relance de la décarbonation, parce que la physique nous empêche d'avoir une relance qui ressemble à autre chose. Alors, est-ce que cette relance de la décarbonation peut être de miser massivement sur les ENR? Le grand paradoxe, c'est que si on veut raccourcir les chaînes d'approvisionnement, non. L'énergie renouvelable solaire et l'énergie renouvelable vent sont effectivement des énergies locales. Par contre, leurs dispositifs de collecte aujourd'hui ne sont absolument pas locaux. Les 10 premiers producteurs de panneaux solaires sont chinois, et dans les fabricants de nacelles, aujourd'hui, vous avez aussi des Chinois en pagaille. Donc nous sommes aussi dépendants de l'étranger sur des chaînes d'approvisionnement très longues si on décide de développer fortement les énergies renouvelables. Sur le développement qui a déjà eu lieu, tout ce qu'on a pris comme engagement à fin 2018 sur l'éolien et le solaire en France, que ce soit des installations déjà construites ou des installations qu'on s'est engagé à construire, donc les engagements déjà pris à fin 2018, le montant total auquel ça correspond pour le pays est de l'ordre de 120 milliards d'euros, hors éolien offshore. Ces 120 milliards d'euros seront financés par le contribuable au travers des taxes sur l'électricité et puis maintenant des taxes sur le pétrole. Et dans ces 120 milliards d'euros, j'ai fait un calcul du pouce qui est que de l'ordre de 40 milliards iront alimenter des industriels chinois. C'est de l'ordre de 40 milliards. Alors, les ont déjà alimentés ou iront les alimenter plus tard. Vous voyez bien que ce système-là est un système qui, paradoxalement, a besoin d'une économie très bien portante pour fonctionner. Dans une économie qui se porte mal et dans une économie qui veut relocaliser, eh bien, il y a deux antagonismes qu'on voit apparaître. Il y a un antagonisme sur la provenance des panneaux, donc il faudrait faire les panneaux chez nous avec de l'acier français, du cuivre français, du silicium français. Alors, silicium, ça c'est pas un problème, il y en a partout. De l'acier, on n'en a plus, on n'a plus de minerai de fer chez nous. Le cuivre, on n'en a pas, on n'a pas de minerai de cuivre. Il faut de l'électronique de puissance pour piloter ces systèmes-là. Ces systèmes-là sont paradoxalement plus sophistiqués que le système nucléaire qu'on voudrait faire baisser, parce qu'on a fait des centrales nucléaires à l'époque où le monde était analogique, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas d'informatique et pas de système numérique. On sait faire une centrale nucléaire dans ces conditions-là. Je ne sais pas si on sait faire un système totalement basé sur l'éolien et le solaire dans un monde dans lequel il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'électronique de puissance. Ce que j'ai compris en discutant avec les électriciens, c'est que la réponse était non. Donc, si on veut faire un système totalement résilient et local à l'échelle de la France, j'entends, pas local, le grand paradoxe, c'est que c'est pas évident que ce soit avec de l'éolien et du solaire qu'on va facilement y arriver. C'est pas non plus un système très résilient. C'est paradoxalement plus facile de faire des réacteurs nucléaires, parce que de l'acier, on peut en recycler chez nous un petit peu pour faire des cuves, on n'a pas besoin de beaucoup d'acier. Alors que pour faire beaucoup d'éoliennes, on a besoin de beaucoup d'acier. Donc on peut recycler quelques ferrailles chez nous. Et l'uranium importé, on peut tenir quelques années avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des stocks qui permettent de tenir quelques années. Donc paradoxalement, le nucléaire est un système plutôt plus résilient du point de vue de la dépendance aux chaînes d'approvisionnement longues et à l'extérieur. Alors, puisqu'on est sur le nucléaire, je vais aussi prendre les quelques questions qui concernaient cet aspect-là. Est-ce qu'il y a un risque sur le fonctionnement du parc nucléaire? Alors la réponse est évidemment oui, il y a toujours des risques partout. La question c'est de savoir à quel seuil il se situe. EDF a aujourd'hui un plan qu'on appelle un plan pandémie,
dans lequel ils sont capables de fonctionner plusieurs semaines avec seulement 60% des effectifs, et si ma mémoire est bonne, de l'ordre de 15 jours avec 40% des effectifs. Alors qu'est-ce qu'ils font après si ça doit durer plus longtemps et que tout le monde est malade chez eux? D'abord, la première bonne nouvelle, c'est que la durée d'incubation du virus étant de 15 jours et la durée de la maladie étant de 15 jours, si le personnel EDF est malade et qu'il a moins de 60 ans, ce qui est généralement le cas dans cette société où on part à la retraite beaucoup trop tôt, ce qui est un scandale, eh bien, il a toutes les chances de ne plus être malade au bout d'un mois. Donc la probabilité que l'ensemble du personnel EDF soit malade de façon durable sur la durée de la pandémie avec la virulence de ce qu'on a aujourd'hui, alors ma réponse ne porte pas sur ce qui se passerait avec un virus plus méchant, mais avec la virulence de ce qu'on a aujourd'hui, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le personnel d'EDF ne devrait pas être malade de façon massive pendant plus d'un mois. La deuxième chose qui peut se faire, c'est que comme la consommation électrique a baissé, elle a perdu en gros 10 gigawatts de puissance appelée dans la journée, hein, quand on regarde les courbes de RTE, on peut se permettre de mettre à l'arrêt quelques réacteurs. Et un réacteur à l'arrêt demande beaucoup moins de monde qu'un réacteur en fonctionnement. Donc ça, c'est une deuxième marge de manœuvre que EDF peut activer. Troisième marge de manœuvre que EDF peut activer, c'est de faire revenir des gens qui sont des jeunes retraités ou des gens qui sont des forces Maintenant, il y a une force d'intervention rapide dans le nucléaire qui est justement capable de prendre le contrôle de n'importe quelle centrale s'il faut. Donc ça fait des réserves supplémentaires. Donc si on met tout ça bout à bout, c'est-à-dire le fait qu'ils peuvent fonctionner en mode dégradé pendant plus que la durée d'incubation du virus, plus la durée de la maladie, qu'il y a de la réserve et qu'on peut baisser la puissance puisque aujourd'hui le pays fonctionne au ralenti, la réponse à la question, c'est que avant qu'on touche les limites du système, c'est-à-dire qu'on soit obligé de créer des délestages parce qu'ils seraient obligés de mettre en arrêt plus de centrales que celles qu'ils peuvent faire fonctionner, je pense que là, pour le coup, il y a encore de la marge. C'est pas ma crainte première, on va dire, dans ce qui se passe. J'ai beaucoup plus peur, si je dois livrer un sentiment personnel, d'une situation qui échapperait au pouvoir en place parce qu'on impose à la population des mesures qui vont être économiquement trop douloureuses pendant trop longtemps. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît être un risque plus important que le risque de fonctionnement dans une entreprise qui, encore une fois, elle, a un plan qui avait été pensé avant que les emmerdements n'arrivent. Après, il y avait une deuxième question sur la fusion. Alors celle-là, je vais la passer parce que c'est pas une question d'actualité et que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la réponse c'est que vous serez tous morts, tous ceux qui m'écoutent là, même si vous avez des jeunes enfants qui sont en train de me regarder les poils de narine, vous serez tous morts que la fusion ne sera toujours pas une réalité industrielle. Donc, on peut passer cette question très rapidement. Il y a un dernier point en ce qui concerne les centrales, parce qu'on me l'avait déjà posé la dernière fois, mais j'avais pas la réponse. En ce qui concerne il y a une mesure ultime en cas de canicule, parce qu'il peut y avoir une canicule qui revient alors que l'épidémie n'est pas jugulée. Il y a une mesure qui a été imposée aux centrales, qui est de faire un forage profond à côté de chaque centrale, pour avoir de quoi refroidir le réacteur une fois mis à l'arrêt. Comme vous le savez, une fois que le réacteur est mis à l'arrêt, c'est-à-dire qu'il ne produit plus, il continue quand même à dégager de la chaleur, parce que les produits de fission qui sont à l'intérieur du cœur, leur décroissance radioactive produit de l'énergie, produit de la chaleur. Cette chaleur, c'est très rapidement 1000 fois moins que le réacteur quand il fonctionne à pleine puissance. Donc c'est beaucoup moins de chaleur à évacuer, mais c'est suffisant pour faire fondre le cœur si on ne l'évacue pas. Et alors pour ça, il faut avoir en gros un gros robinet, l'équivalent du débit d'un gros robinet allumé. Ça suffit à évacuer la chaleur. Et pour ça, les centrales ont créé des forages profonds dans les nappes à côté des centrales. Donc même si le fleuve est à sec, même s'il n'y a pas grand monde dans la centrale qui est à l'arrêt, on a quand même les moyens de continuer à la refroidir et donc d'éviter qu'on ait des emmerdements de ce côté-là. Alors après, il y a une question hors catégorie. Pourquoi ne pas créer un think tank? La bonne réponse, c'est qu'il existe ce think tank. C'est très exactement ce que fait The Shift Project. The Shift Project réfléchit depuis son origine à la façon de fonctionner dans un monde qui doit se décarboner. Alors aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que c'est une décision qui date de ce matin,
c'est qu'on va profiter de la période actuelle pour essayer de remettre sur la table une version actualisée et crash programmisée de ce qu'on avait fait au moment de la dernière présidentielle, qui étaient donc les 9 propositions du manifeste pour décarboner l'Europe. Depuis, on a travaillé sur d'autres mesures, on a travaillé sur la mobilité du quotidien, on a continué à travailler sur le bâtiment. Donc on a travaillé sur l'enseignement, enfin voilà, on a travaillé sur un certain nombre de choses sur le numérique. Donc on a travaillé sur un certain nombre de choses qui n'existaient pas à cette époque-là. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons imaginer notre propre programme de relance. Voilà, si j'avais 300 milliards ou si j'avais 500 milliards, comment est-ce qu'on les dépenserait? Parce que la très très bonne nouvelle, quand même, il y en a une, de ce qui vient de se passer ces derniers jours, c'est que l'argent n'est plus un problème. Voilà, enfin, on découvre que l'argent n'est plus un problème. On a besoin de 300 milliards, on les trouve. On aura besoin de 500 milliards, on les trouvera. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et ça rebondit sur une autre question qui a été posée, qui est le parallèle entre le coronavirus et le changement climatique. Il y a une énorme différence entre les deux. C'est que la sanction de l'inaction sur le coronavirus, elle a lieu à l'intérieur du mandat présidentiel en cours. Dit autrement, si on fait n'importe quoi, la sanction est immédiate, on voit les gens mourir. Si on ne fait pas n'importe quoi, qui est de laisser les gens mourir en disant c'est comme ça que ça doit se passer, parce que par ailleurs je veux sauver l'économie, la sanction est immédiate aussi. C'est-à-dire que de toute façon, quelle que soit la décision prise, la sanction de la décision est absolument immédiate. Le danger est clairement identifié, donc on est capable de lui donner un nom, on est capable de voir à quoi il ressemble, on est capable de voir comment le virus tue. Du coup, on a une idée très claire des contre-mesures. On sait que ça s'appelle des masques. Alors, on peut discuter du fait que les contre-mesures ne sont pas au bon niveau, qu'on devrait réquisitionner toutes les entreprises françaises qui fabriquent des chaussettes et des maillots de bain et leur demander de fabriquer des masques. On peut très bien discuter de ça. Mais par contre, les contre-mesures, elles sont claires, elles sont faciles à identifier et donc elles sont faciles à mettre en œuvre. Par ailleurs, le dommage immédiat, il est facile à quantifier, et donc c'est facile de mettre en face quelque chose qui correspond à une situation d'urgence. En ce qui concerne le climat, il faut faire naître le sentiment d'urgence, et il faut le faire naître pour quelque chose qui ne se voit pas encore suffisamment pour que ça inquiète les gens. Alors, ça a commencé à se voir beaucoup plus quand même. Les 2 canicules qu'on vient de se prendre en 2018 et 2019 ont clairement fait monter le sujet en pression. Le fait que les jeunes bougent un peu, ça fait monter le sujet en pression. Le fait que l'Australie vienne de perdre l'équivalent de la moitié de la superficie française lors de ces incendies, et c'est peut-être pas terminé, fait monter le sujet en pression. Mais tout ça n'est toujours pas considéré comme étant un risque vital de court terme, exactement comme le coronavirus. Donc l'un des enjeux de la période actuelle aussi, c'est d'arriver à faire comprendre que on est aussi face à la menace climat et à la menace énergétique, hein, parce que tout ça se conjugue, et puis en plus la menace biodiversité, etc. Qu'on est face à l'urgence. Voilà, c'est ça le grand défi, et qu'on doit être face à une urgence mobilisatrice. Donc pour reprendre les mots de Greta Thunberg, I want you to panic, en fait c'est I want you to react, qui devrait être la bonne expression, parce que paniquer est un mouvement désordonné. Paniquer est un mouvement dans lequel vous marchez sur la tête du voisin pour sortir du cinéma en feu avant lui. Alors que ce dont on a besoin, c'est pas de paniquer, on a besoin de réagir. Et pour réagir, il est absolument indispensable qu'on ait une idée claire de ce à quoi on est confronté. Donc un des enjeux aussi de la période actuelle, c'est qu'on va essayer, ou il faudrait essayer, de faire monter la compréhension du problème à traiter en face, dans l'esprit des classes dirigeantes. Donc il y a un gros enjeu de formation. Et peut-être qu'une voie qui est offerte par ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est le fait que notre président n'ait pas arrêté de prononcer le mot scientifique dans sa deuxième allocution à la nation. Et peut-être que la voie aujourd'hui, la voie étroite qui se dessine, c'est que dès qu'il retrouvera son souffle, on lui colle l'obligation de prendre quelques heures de cours, c'est-à-dire d'écouter les scientifiques là aussi, alors de les écouter à la fois dans le domaine climatique et dans le domaine énergétique. Alors dans le domaine énergétique, ce n'est pas vraiment des scientifiques, c'est plutôt des sachants, on va dire, pour que le sentiment d'urgence qui fait que les cordons de la bourse vont s'ouvrir naisse également dans ce domaine-là, ou plus exactement qu'on joigne les deux.
c'est-à-dire que le plan de relance soit le plus décarbonant possible et que si ce plan de relance n'est pas décarbonant, le plus vite possible, on passe sur quelque chose qui le soit vraiment. Voilà, donc le parallèle entre le coronavirus et le changement climatique, c'est l'échelle de temps, c'est la visibilité des conséquences, c'est le fait que la réponse ne souffre pas de discussion si on veut répondre. En d'autres termes, on pourrait dire, l'époque veut ça, donc les vieux mourront, et puis voilà, et le reste du pays continue à vivre normalement. Mais à partir du moment où on décide de répondre, on ne peut pas répondre autrement qu'avec les mesures qui sont faciles à voir. Donc il n'y a pas de débat sur ce qu'il faut faire. En matière de changement climatique, il continue à y avoir des débats. En matière de mobilité, les uns vous disent qu'il faut tout miser sur la voiture électrique, les autres vous disent non, non, il ne faut pas de voiture électrique, il faut des vélos, les troisièmes vous disent non, il vaudrait mieux des trains, les quatrièmes vous disent il vaut mieux des bus, et les cinquièmes vous disent il vaut mieux s'attaquer d'abord à l'aérien, et les sixièmes vous disent d'abord il faut mieux s'attaquer à la mobilité du quotidien. Donc c'est plus compliqué aussi parce que les mesures à mettre en place continuent à faire l'objet de débats qui ne seront jamais totalement tranchés à un moment où il faut décider. Il n'y a pas d'algorithme qui permette de dire c'est absolument certain que c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai envie de dire les deux éléments intéressants issus de l'expérience actuelle et dont j'espère qu'ils vont resservir quand la tempête actuelle se sera un peu calmée et qu'on passera à l'étape d'après, et que donc après s'être occupé des vieux pour continuer dans la provocation, on s'occupera des jeunes. C'est à la fois d'essayer de renforcer la compréhension du problème à traiter au sein du monde politique et au sein du monde économique, et par ailleurs de rester sur cette idée qu'à partir du moment où on a un plan déterminé, l'argent n'est pas un problème. Et de fait, à partir du moment où on a un plan déterminé, l'argent n'est pas un problème. Ce qui va se passer avec cette création monétaire massive ou avec cette aide massive, c'est en fait une forme d'inflation. Voilà. C'est-à-dire que l'ensemble de la collectivité assumera l'effort avec de l'inflation. Bon, c'est pas très très grave. Les taux négatifs, c'est une autre forme d'inflation. Hein. C'est pas voilà. Donc ça, c'est ça qui va se passer, et donc il y aura une érosion patrimoniale. Mais encore une fois, là pour le coup, c'est quelque chose que je trouve normal, même si je suis du mauvais côté de la barrière. C'est quelque chose que je trouve normal. L'érosion patrimoniale revient à faire un transfert des vieux en faveur des jeunes, c'est-à-dire depuis ceux qui ont bien profité en faveur de ceux pour qui la vie reste à écrire. Donc je ne trouve pas ça anormal, je trouve même ça très bien. Green Deal européen, puisque nous sommes dans les plans de relance. Alors, j'en ai déjà un peu parlé du Green Deal européen, où j'ai dit il s'inscrit dans le cadre d'un monde en croissance. On a parlé de 1000 milliards. Alors 1000 milliards, c'est à peu près ce qu'on a déjà mis sur la table pour faire l'électricité renouvelable à base d'éolien et de solaire qu'on a déjà faite en Europe. Voilà, c'est ça, 1000 milliards. Est-ce que ça a changé fondamentalement la structure des villes? Non. Est-ce que ça a changé fondamentalement la structure de l'agriculture? Non. Est-ce que ça a changé fondamentalement la structure de l'industrie? Non. Est-ce que ça a changé fondamentalement les bâtiments dans lesquels on habite? Non. Est-ce que ça a changé fondamentalement la production électrique au charbon? Même pas. Donc c'est une goutte d'eau. Donc 1000 milliards face à ce qu'il faut faire, c'est très bien, autant les prendre, mais ça ne changera pas grand-chose à ce que nous devons faire. Donc ce que nous devons faire dans une Europe qui fait un peu plus de 10 000 milliards de PIB par an, c'est pas 1000 milliards, c'est on doit réorienter 3 000 ou 4 000 milliards de PIB par an. Dit autrement, dans le PIB européen, il y en a 30, 40 ou 50% qui, en l'espace de quelques années, doit se mettre à faire autre chose que ce qu'il fait. C'est ça l'enjeu. Et ça nécessite pas ça nécessite pas obligatoirement, pardon, des injections directes de capitaux. Une bonne réglementation peut être tout aussi efficace, et à ce moment, il faut juste aider les investissements des opérateurs privés qui vont devoir faire. Je prends un exemple, le bâtiment en France. Ma conviction profonde, c'est que la rénovation du bâtiment en France doit se faire à la charge des propriétaires. On peut faire un rapide calcul d'ordre de grandeur. Hein. Vous avez en France 30 millions de foyers. Un foyer a un logement qui, en moyenne, fait 80 mètres carrés. Allez, mettons 100 pour faire des choses simples. Donc vous avez 3 milliards de mètres carrés en France.
une rénovation un peu lourde coûte 1000 euros du mètre carré, même 500, on est en train de parler de 1500 à 3000 milliards d'euros. Il est évident qu'on ne va pas faire des subventions publiques pour 1500 à 3000 milliards d'euros. Donc c'est les propriétaires qui vont devoir faire. Donc on oblige les propriétaires à faire. Aujourd'hui, les propriétaires dépensent 50 milliards d'euros dans les travaux chez eux. Donc le simple fait d'orienter la totalité de ces travaux, ou d'embarquer plus exactement la performance thermique dans la totalité de ces travaux, tout de suite en 50 ans, ça vous fait 2500 milliards d'euros, vous voyez qu'on n'est pas trop loin des ordres de grandeur, et pour ça, une bonne réglementation suffit. La réglementation, c'est de dire, vous allez être obligé de faire ça, et du coup les gens ils feront moins d'extensions de pavillons et moins de réfection de salle de bain, et ils feront plus de travaux de traitement thermique du bâtiment. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se gère. Et d'une manière générale, aujourd'hui, l'Europe a un Green Deal qui est vu comme étant j'investis dans des technos. Donc je vais investir dans des éoliennes, je vais investir dans des voitures électriques, je vais investir dans des batteries, je vais investir dans ceci, cela. Je ne pense pas que le Green Deal européen, c'est je vais investir dans de la voirie cyclable quand on réouvrira les routes françaises à la circulation. Et en ce moment, là, il n'y a pas 1 kilomètre de bouchon en Île-de-France. J'ai fait une petite blague il y a 2 jours en disant bah, c'est parfait, au moment où on réouvre à la circulation, il n'y a qu'à décider overnight là, qu'un quart de la voirie est réservé au vélo. Bon, bah ça, c'est quelque chose qui ne demande aucun investissement, zéro. Ça demande juste une décision. Donc, il y a des tas de mesures pour lesquelles, en fait, c'est pas, encore une fois, un problème de plan d'investissement qui est la question. La question, c'est la direction qu'on décide de prendre. Alors, je suis un peu caricatural dans ce que je viens de dire, parce que si on disait il y a les 3 quarts de la voirie pour les voitures et 1 quart pour les vélos, il y a des gens qui pourraient plus se servir de leur voiture ou plus difficilement, du coup ils chercheraient à la vendre. Comme beaucoup de gens chercheraient à la vendre, il y aura une dépréciation du capital. Et là, vraisemblablement, il faudrait aider les gens modestes qui se retrouvent avec une bagnole qu'ils peuvent moins facilement utiliser et qui ne peuvent pas vendre. Donc il y a quand même à un moment des besoins d'investissement, c'est absolument évident. Mais ce que je veux dire, c'est que le Green Deal, vu sous l'angle des technos, je pense qu'il fait fausse route. Il faut faire le Green Deal vu sous l'angle de l'organisation. Et pour le moment, c'est pas du tout ce qui va se passer. L'Europe, je pense, va aussi essayer quelque chose qui va ne pas produire les effets escomptés. Ça sera essentiellement du business as usual dans un monde qui, par ailleurs, comment dire, qui doit retrouver la croissance structurelle de long terme, puisque vous savez bien que c'est ça notre projet pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant allez, un petit coup d'effondrement systémique. Donc, est-ce que nous sommes au début de l'effondrement systémique je ne pense pas que nous soyons au début. Je pense que nous sommes en cours d'effondrement systémique. Ce que je pense aussi, mais ça fait longtemps que je le pense, c'est que je ne crois pas que cet effondrement systémique va se passer en 24 heures, ou en tout cas, ce n'est pas l'éventualité la plus probable. Bien sûr qu'il y a des modalités avec en 24 heures. Par exemple, Monsieur Trump attrape le coronavirus, ça le rend fou, il appuie sur le bouton nucléaire, voilà, bon, ça, effectivement, c'est un truc qui peut se produire, et alors là, pour le coup, ça crée des disruptions beaucoup plus violentes. Mais hors épisode de cette nature, je pense que l'effondrement systémique a commencé parce que la biodiversité a commencé à s'éroder, parce que notre capital naturel a commencé à être entamé, et le fait que le PIB continue à augmenter et que la population continue à augmenter ne doit pas nous tromper. Si l'effondrement, c'est l'incapacité du système à se reconstituer sur ses bases, peut-être que nous avons dépassé le point, si cher à Meadows, de la possibilité d'une stabilisation. C'est-à-dire que même si on arrêtait la population à son niveau actuel, et même si on arrêtait le PIB à son niveau actuel, en fait on est au-delà, et très au-delà, de la capacité de récupération des écosystèmes tels qu'ils sont. Et donc de toute façon, ça va continuer à se dégrader, puis la population à un moment va se mettre à baisser, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, et la production physique aussi. Donc l'effondrement, je pense qu'il a à petit feu commencé. Maintenant, l'effondrement, ça peut prendre très longtemps. Un effondrement, ça peut prendre un siècle. L'effondrement de l'Empire romain a été lent. Et mon pari le plus vraisemblable sur l'effondrement, c'est que c'est un processus qui est un processus
par marche d'escalier. C'est-à-dire que de temps en temps, on se prend une marche d'escalier, et là, on vient de s'en prendre une petite, là, de marche d'escalier, derrière laquelle on ne reviendra pas exactement au niveau précédent. Voilà, je l'ai dit sur le pétrole. Hein. Et l'effondrement est un processus qui va par marche d'escalier. Voilà. Question, comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans un univers comme ça, si on revient à des choses un peu pragmatiques? Eh bien, je le redis, il faut faire une analyse par scénario. Je vois mal comment est-ce qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut jouer à un jeu de si alors sur plein d'éventualités possibles et essayer de voir tout un tas de choses qui pourraient se produire et comment est-ce qu'on réagit en pareil cas. Ce qui me paraît à peu près évident, c'est que par contre, nous avons une capacité, à partir du moment où ça se passe dans un contexte dans lequel les gens sont d'accord pour rester constructifs, ce qui est tout le sujet, nous avons une grosse marge sur la capacité à perdre une partie de ce que nous avons aujourd'hui. Et je pense que l'une des caractéristiques intéressantes de la perte de liberté que nous avons en ce moment, c'est qu'elle est égalitaire. Dit autrement, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, de toute façon, les gens sont priés de rester chez eux. Les riches n'ont pas plus que les pauvres la possibilité de rouler carrosse et de se balader partout. Alors ils l'ont un peu fait pour les Parisiens qui sont partis dans leur résidence secondaire. Ça a été très mal vu, probablement à juste titre. Mais pour ceux qui n'ont pas fait ça, eh bien, la mesure est extrêmement égalitaire et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle est bien acceptée. Paradoxalement, les gens gueulent moins contre ce qui est en train de se passer en ce moment qu'ils n'ont gueulé contre la taxe carbone, qui était quand même une mesure beaucoup plus indolore, en fait, quand on y pense. Donc pour en revenir à la question sur l'effondrement, oui, je crois que l'effondrement a commencé. Je ne crois pas que ça veuille dire que tout est foutu, qu'il n'y a pas moyen de faire des plans pour l'avenir et qu'il faut baisser les bras. C'est pas ça que je crois. Je crois que la lente érosion du système est en route, oui, mais ça, j'apprendrai rien à personne en disant que c'est le cas. Dans les marches d'escalier dont il faut, à mon avis, se méfier très fortement, et ça aussi pour moi c'est un risque plus important que le risque nucléaire, c'est le risque de fermeture brutale des frontières. Alors, je ne suis pas le plus grand partisan qui soit de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire que je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans cette direction et qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup trop allongé les chaînes d'approvisionnement, beaucoup trop, entre guillemets, délocalisé, ou plus exactement, fait des trucs chez les autres qu'on n'aurait jamais fait chez soi. Par contre, ce qu'il faudrait éviter, c'est que la tentation nationaliste rampante, et qui n'est pas due au coronavirus, s'exprime à plein à la faveur de ce qui est en train de se passer, et qu'on assiste très brutalement à une émergence comment dire, nationaliste très forte, et qui derrière crée des tensions qui redéboucheront sur des conflits. Voilà, ça c'est quelque chose dont il faut se méfier comme de la peste, parce que je ne suis pas complètement sûr que la guerre soit largement préférable à la récession ou même la maladie. Donc ou en tout cas la maladie au niveau auquel elle est actuellement. Donc le sujet de la fermeture brutale et du repli brutal sur soi dans le cadre de ce qui est en train de se passer est à mon avis une tentation dont il faut se défier. Et je considère à ce titre que le terme d'autonomie énergétique qui a été mis en avant par un certain nombre d'élus locaux est un terme qui, de ce point de vue, est un terme dangereux parce que l'autonomie, c'est l'inverse de la collaboration. Je crois, c'est le truc intéressant que j'ai retiré des lectures de l'ami Servigne, que dans les temps difficiles, la porte de sortie, c'est la collaboration et c'est pas le repli sur soi. C'est la collaboration au bon sens du terme, c'est l'entraide. Et c'est pas du tout le repli sur soi. Et donc le fait d'être inséré dans une communauté est important. Alors qu'on essaye de ralentir les échanges mondiaux, oui, je suis le premier partisan. Qu'on parle d'autonomie au sens de j'ai plus besoin des autres et je me suffis à moi-même, je pense que ça c'est un piège mortel.
Et c'est pas pour rien que l'Europe a été basée sur les échanges. Donc là, on est allé jusqu'à la nausée, mais quelques échanges sont absolument indispensables parce qu'il faut être capable de coopérer et de collaborer et d'avoir besoin de l'autre à un moment. Donc il faut se sortir cette expression de la tête, l'autonomie énergétique. Il faut une forme de résilience énergétique, ça c'est absolument évident. Donc la résilience, oui, mais dire je me replie sur moi, j'ai plus besoin des autres, je pense que c'est quelque chose qui est dangereux dans un climat déstabilisé. Est-ce que la situation mondiale est modélisable par un modèle mathématique ou physique? Eh bien, si on relit les modélisations de l'équipe Meadows dans The Limits to Growth, les limites à la croissance, on se rend compte que la réponse est oui de façon macroscopique, non de façon microscopique. C'est-à-dire que personne ne saura vous dire la prochaine marche d'escalier viendra de tel endroit et le coup qu'on va prendre sur la calebasse viendra de tel endroit et ça sera dû à tel facteur. Ça, c'est évident que ça ne va pas se produire. Par contre, le fait qu'est-ce que je veux dire? Le fait de pouvoir prédire de façon précise quelque chose. Donc non, le fait de dire globalement comment ça va évoluer, là oui, malheureusement, les simulations qui avaient été faites il y a 40 ans sont pas si mauvaises que ça de ce point de vue. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie alimentaire dans le monde aujourd'hui? Je ne crois pas. Parce que quelque chose qui est facile à faire, c'est de réquisitionner de la main-d'œuvre pour aller arracher les pommes de terre, même si les gens. Enfin voilà, donc je pense que la réponse là est non. La pénurie alimentaire, elle arrive quand les circuits de transport sont totalement disruptés, et les circuits de transport totalement disruptés arriveraient si on avait une pénurie en pétrole. Donc aujourd'hui, la pénurie alimentaire, elle arriverait avec la pénurie de pétrole. Il n'y a pas de risque de pénurie de pétrole à très court terme parce que aucun pays aujourd'hui n'a dit qu'au titre du coronavirus, il allait supprimer l'approvisionnement pétrolier. En fait, c'est plutôt l'inverse. Là, pour le moment, on a un excès de pétrole. Donc, la pénurie alimentaire, non, pas à court terme, pas à cause de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est sûr. À plus long terme, avec le climat, je ne pense pas non plus qu'en France, il y ait un risque de pénurie alimentaire majeure. Enfin, en tout cas, pas dans les décennies qui viennent. Par contre, un risque d'augmentation très forte du prix de la nourriture et de diminution très forte de la part carnée dans l'alimentation, ça oui, parce que ça serait la conséquence logique de la baisse des rendements agricoles. Mais tant qu'il poussera encore trois trucs, voilà, normalement, on a de la marge là de ce point de vue. Parce que l'essentiel de la production sert à nourrir des animaux, et donc là on a encore de la marge de ce point de vue. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre maintenant comme question? Euh, Poum, 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 poum. À quoi ressemblera mon quotidien si je veux rester sous les 2 degrés par rapport à ce que je vis sous le Covid-19? Ah, ça c'est une question intéressante. Eh bien, en termes de consommation matérielle, je pense que là, on vient d'avoir un très bon avant-goût. Tous les magasins sont fermés. Alors bon, il reste Amazon, mais sinon, tous les magasins sont fermés. Donc, instantanément, nous ne pouvons plus rien acheter. Dans le monde où on reste sous les 2 degrés, c'est évident que la production industrielle baisse fortement. Donc, on aura moins de choses à se mettre sous la dent. On aura moins facilement la possibilité de prendre l'avion, donc ça c'est très illustratif, en fait on n'en aura plus. Donc ça, ce qui est en train de se passer en ce moment sur l'avion est très illustratif aussi de ce qui va se passer sur ce plan-là. Bon, on est en train de sortir de la saison de chauffage, donc là il n'y a pas tellement d'éléments à donner sur ce plan-là. Et par contre, un autre élément qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit un certain nombre de fois, pour rester sous les 2 degrés, il faudrait qu'à l'échelle mondiale, il y ait une réorientation très rapide des activités économiques. Donc il y aura des mesures autoritaires, alors pas aussi violentes que la restriction de circulation qu'on a en ce moment, mais il y aura des mesures autoritaires qui devront être prises et qui contraindront un peu plus que ce qu'on avait l'habitude de voir comme la normalité il y a encore 10 jours. Voilà. Donc ça ne sera pas les mêmes contraintes que celles qu'on a aujourd'hui, mais il y a des éléments sur lesquels on peut réfléchir à partir de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
euh, alors, ah, alors on retombe sur la question du projet politique. Est-ce qu'on ne manque pas d'un discours commun et rassembleur émis par une union sacrée de différentes personnalités? En fait, ça renvoie à la question des think tanks, ça renvoie à la question du projet politique. Euh, la réponse est oui. Maintenant, il y a quelque chose dont il faut se méfier, c'est l'effet de communauté. Une bonne partie des gens qui sont en train de m'écouter appartiennent de fait à une communauté qui passe beaucoup de temps à regarder ce que font les autres membres de la communauté. Moi, j'y échappe pas. Je passe une bonne partie de ma journée à regarder ce qui se passe au niveau de l'énergie, du climat, à interagir avec des gens qui sont dans mon entreprise ou dans Worship Project, et donc des gens qui, entre guillemets, me ressemblent. Alors, c'est très dangereux, enfin, c'est pas dangereux, c'est quelque chose qui a un effet de bord très important, c'est que ça fait croire, parce que nous sommes des animaux pilotés par nos sens, que le monde entier pense comme nous. Or, je ne sais pas, je pense que dans les discours rassembleurs qui peuvent être émis aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne ressemblent pas du tout à celui qu'ont en tête les gens qui sont en train de me regarder, ou une bonne partie des gens qui sont en train de me regarder. Par exemple, je pense, pour revenir à un propos que j'ai donné juste avant, que malheureusement, le discours rassembleur nationaliste va gagner en amplitude, va gagner en ampleur, va gagner en puissance dans les semaines qui vont venir. Je ne suis pas complètement certain que ce soit un discours totalement rassembleur au sens où nous, on l'entend. Il y a un discours rassembleur qui va avoir lieu, qui est sauver l'emploi et donc sauver les compagnies aériennes, sauver les foreurs de Shell Oil, sauver les constructeurs automobiles qui font des SUV, etc. C'est évident qu'on va entendre ce genre de truc aussi. Et ça sera vu pour une bonne partie de la population comme un discours tout à fait commun et rassembleur. Donc, plutôt que d'un discours, moi j'ai envie de dire que on manque surtout aujourd'hui d'un projet porté par l'exécutif qui ferait la part des choses et qui serait capable de proposer ce que nous pouvons faire de meilleur en ne niant pas la contrainte avec laquelle nous allons devoir composer. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, alors il se trouve que cette interview a été faite il y a un mois quasiment, donc c'était fin février, c'était un peu avant que la plaisanterie actuelle ne commence, mais j'ai donné une interview au Point. Et la fin de mon interview était de dire qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui c'était fin février, ou jusqu'à fin février pour être plus précis, on avait des dirigeants qui nous tenaient un discours de boutiquier, c'est-à-dire qu'on s'occupait du déficit budgétaire, on s'occupait de la réforme des retraites, on s'occupait... Donc tout ça c'est des discours moi que j'appelle de boutiquier. C'est le discours que vous tient le directeur financier dans une entreprise, d'accord. Le directeur financier dans une entreprise, c'est monsieur Casse-Couille. C'est le type qui vous dit, ou madame, je reste Casse-Couille, c'est qui vous dit je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, on n'a pas l'argent, on n'a pas le budget, il faut faire attention à ceci, il faut économiser des charges là. C'est pas un discours de projet, c'est jamais un discours de projet, un discours de directeur financier. C'est très bien qu'il y ait des directeurs financiers, je n'en dis qu'on vient pas. Mais le projet n'est jamais chez eux. Et quand vous avez un directeur financier qui devient président de la République et qui nous dit faut faire gaffe au déficit budgétaire, faut faire gaffe aux retraites, faut faire gaffe, etc., c'est un discours de boutiquier. C'est un truc qui n'intéresse personne, sauf les gens qui sont à l'abri de tout. Mais les autres, ça les intéresse pas vraiment. Donc le sujet aujourd'hui, et c'est ça l'opportunité, donc on en revient à la question qui avait le plus intéressé les gens qui en ont posé, c'est est-ce qu'on va être capable de passer d'un discours de boutiquier à un discours de projet? Et est-ce que ce discours de projet va être articulé avec, on va dire, une forme d'optimum collectif, c'est-à-dire ce qui garantit à la collectivité le maximum de bonheur, si tant est qu'on sache comment ça se mesure. C'est ça le point pour moi. Alors aujourd'hui, le terreau au sein du gouvernement en termes de connaissances sur ce qui fait le monde n'est pas suffisant pour qu'on ait le projet qui intéresse une bonne partie des gens qui écoutent, c'est-à-dire quelque chose qui inclut la décarbonation de l'économie, voire qui s'articule autour de la décarbonation de l'économie. C'est-à-dire qu'on se dit c'est ça notre projet, et donc on va, en fonction de ça, enseigner ceci et pas cela, réformer la fiscalité comme ceci et pas comme cela,
payer préférentiellement les gens qui font tel métier et un peu moins les gens qui font tel autre, avoir tel type de dialogue avec nos voisins et pas tel autre type de dialogue, développer tel type de production et affaiblir tel type de production, organiser le territoire comme ceci plutôt que de l'organiser comme cela, se déplacer comme ceci plutôt que de se déplacer comme cela. Vous voyez qu'on est capable d'articuler un programme politique complet autour de ce genre de sujet. Donc personnellement, et après avoir bien retourné le problème dans tous les sens, il me semble que c'est le projet qui est capable de faire sens dans le monde auquel nous allons devoir faire face. Ce projet est aussi capable, à l'évidence, d'embarquer la problématique biodiversité. Il est aussi capable d'embarquer la problématique, parce qu'au fond c'est une approche physique, la problématique ressources, et que par ailleurs l'énergie c'est la capacité d'accéder à n'importe quoi, puisque l'énergie c'est la transformation par définition, l'énergie c'est la capacité d'accéder à n'importe quoi. Donc quand vous regardez, de physique, hein, donc quand vous regardez le problème sous l'angle énergétique, en fait vous avez accès à tous les flux physiques qui permettent au monde de fonctionner tel qu'il fonctionne, et donc vous avez accès, vous avez sur votre écran radar la totalité des contraintes avec lesquelles vous devez composer. Donc le discours en question, je pense, et nous pensons au Shift Project, et aussi d'une certaine manière à Carbone 4, que la décarbonation de l'économie a ce potentiel. Maintenant, et c'est à ça qu'on va s'atteler dans les mois qui viennent au Shift Project, c'est à essayer de faire monter ce projet-là comme étant le projet de relance qui a du sens. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, hein. Qu'est-ce que je dis à très court terme aux gens qui bossent chez Air France? Est-ce que je leur dis ça va bien pour cette fois, je vous sauve à 80, je vous sauve à 90%, je vous sauve à 70, je vous sauve à 60, je vous sauve pas du tout et demain matin vous partez en formation pour devenir chauffeur de bus? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on leur dit? Donc ça ne résout pas encore tous les problèmes. Mais par contre, en termes d'axe structurant, il me semble que c'est ce que nous avons de mieux à nous mettre sous la dent. Et par ailleurs, c'est une grosse opportunité, c'est aussi avec ça que j'ai fini mon entretien au point, c'est une grosse opportunité pour notre pays, parce que notre pays est plutôt pas mauvais dans la gestion des problèmes difficiles, et là nous avons affaire à un problème particulièrement difficile, donc c'est plutôt pour moi une opportunité plutôt qu'une difficulté. Voilà, donc mais je rebondis, enfin je reviens sur le début de cette longue réponse. Il faut bien se mettre à la place de tous les gens pour qui aujourd'hui le climat c'est vraiment pas le sujet. Je pense que tous les gens qui sont aujourd'hui confinés dans des petits appartements avec des gosses qui braillent dans la proche couronne parisienne, et qui étaient, je sais pas quoi, serveurs dans un restaurant, je pense qu'en ce moment, ils sont très 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 loin de cette préoccupation. Et donc, il faut que ce discours soit capable de les embarquer et de leur faire comprendre en quoi ce projet-là leur donne une place, et leur donne une place qu'ils considéreront comme désirable. Voilà, et c'est ça la vraie difficulté de ce genre de discours rassembleur. Il ne suffit pas de séduire les bobos CSP+, comme moi, ça c'est facile. Il faut être capable d'avoir des choses concrètes à dire à tous les gens qui aujourd'hui sont en phase de stress croissante. Alors, qu'est-ce que je peux encore trouver dans cette... Ah, si, il y a une question intéressante sur la théorie du complot, parce que je me la suis posée moi-même. Le coronavirus est-il une excuse idéale pour justifier l'effondrement financier déjà présent depuis des mois? Est-ce organisé par qui? Alors, je ne crois pas qu'il soit organisé, ça j'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un Blofeld de quelque part qui ait distribué des petites boîtes de virus à de charmantes jeunes filles, là, comme dans un des premiers James Bond. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il arrive bien, si on peut dire. Dit autrement, quand on regardait les signaux faibles de ce qui était en train de se passer sur l'économie mondiale depuis 2 ans, pardon, je le redis, la production de pétrole est passée par un maximum historique en novembre 2018, à date. Elle était en train de décroître depuis, et comme vous le savez, c'est un facteur limitant pour l'économie. On était en train de voir les taux négatifs se multiplier, c'était vraiment territoire inconnu pour l'économie. La production industrielle d'un certain nombre de pays, dont l'Allemagne notamment, était en train de ralentir.
Bref, on était en train d'assister à un certain nombre de signes avant-coureurs qu'on était bien parti pour avoir de nouveau quelque chose qui allait se passer de travers. Et alors, il se trouve que là-dessus arrive le coronavirus. Je le redis, je ne crois pas une seconde qu'il y a un complot derrière tout ça. Par contre, de me dire que le fait qu'il arrive maintenant va être un soupir de soulagement pour un certain nombre de gens qui du coup pourront mettre les troubles économiques sur le virus au lieu de le mettre sur autre chose que la population leur aurait reproché de ne pas avoir su gérer, je pense que, en l'occurrence, au fond, je ne suis pas complètement sûr que Macron soit très triste. Voilà, je ne suis pas dans sa tête. Mais il vient de faire 35 millions de téléspectateurs avec un discours un peu martial qui se situe dans la droite ligne de sa prise de fonction quand il a marché seul vers l'estrade au Louvre. Il vient de se poser en chef de guerre alors qu'avant il était traité dans la fange, enfin il était traîné dans la fange parce qu'il était un foutu de faire revenir ceci et cela. Donc je suis pas complètement persuadé que tout le monde soit totalement, comment dire, désespéré qu'il soit là. Voilà, mais encore une fois, je ne crois pas une seconde à la théorie du complot. Euh, alors, ça j'ai déjà traité, ça j'ai déjà traité, ça j'ai déjà traité. Ça je peux répondre. Comment imaginez-vous l'évolution de la situation sur l'année 2020? Imprévisible. Voilà. Euh, Ça c'est... Voilà. Géopolitique, tiens, on va parler un peu de géopolitique. Parce que dans le pétrole, il y a une question qui n'a pas été posée, mais moi je vais vous la poser, puis après je vais y répondre, comme ça c'est sympa, je me fais mon propre menu, qui est que va-t-il se passer ailleurs dans le monde, indépendamment du coronavirus, avec un truc que le coronavirus masque un peu à l'étranger, parce qu'on est très centré sur nos problèmes domestiques, qui est l'effondrement du prix du pétrole. Le pétrole, comme vous le savez, fait vivre un certain nombre de pays exportateurs pour qui il représente une fraction très significative des recettes budgétaires et donc de la capacité à assurer de la redistribution. Il y a des graphiques qui circulent en ce moment, par exemple, sur le prix auquel les pays exportateurs équilibrent leur budget. Un certain nombre de pays du Moyen-Orient n'équilibrent pas leur budget avec un pétrole en dessous de mémoire, 80 $ le baril. Donc ça veut dire que à ce moment-là, si le pétrole reste durablement à 20 ou 30 $ le baril, il continue à gagner techniquement de l'argent sur la production du pétrole, hein. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, extraire un baril de terre encore aujourd'hui, c'est 10 $. En Russie, c'est pas très au-dessus. Donc en Iran, on est aussi dans ces eaux-là. Donc il y a plein d'endroits dans lesquels à 30 $ le baril, on continue à gagner techniquement de l'argent chez l'opérateur pétrolier. Par contre, l'État qui prélève une rente au passage, parce que à 80 $ le baril, c'est pas du coût technique de production que vous payez, c'est déjà pour l'essentiel une rente versée au pays producteur, plus la rente versée à l'opérateur pétrolier, mais c'est surtout au pays producteur, eh bien, cette rente disparaît à 20 ou 30 $. Alors à ce moment, la capacité redistributive du pays disparaît, et si le pays n'est pas autosuffisant, donc on revient sur les histoires d'autonomie, mais à l'échelle d'un pays cette fois-ci, sur l'alimentation, eh bien, il commence à avoir un vrai problème pour nourrir sa population. C'est très exactement pour cela que se sont déclenchés ce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011, où l'Égypte et la Tunisie, qui sont des gros importateurs de nourriture, ont été incapables de faire face au prix des aliments qui avaient augmenté très fortement en 2010, alors que dans le même temps, leur recette à l'exportation, qui elle était essentiellement basée sur le tourisme, avait baissé. Enfin, pas essentiellement, mais était largement basée sur le tourisme, avait baissé. Enfin, si pour la Tunisie, c'est essentiellement. En ce qui concerne la situation actuelle, c'est un peu différent, parce qu'à l'époque du printemps arabe, le prix de la nourriture avait monté, mais il avait monté en même temps que le prix du pétrole, parce que les deux sont asservis en général. Du coup, les pays pétroliers, qui importent leur nourriture aussi, l'Algérie notamment, eh bien, au moment où la nourriture coûte plus cher, le pétrole est vendu plus cher, et donc ils peuvent équilibrer des importations croissantes avec des exportations croissantes, et ils continuent à nourrir leur population.
Aujourd'hui, avec un prix du pétrole qui s'effondre, il faudra regarder comment va évoluer la capacité à faire face à des importations alimentaires des pays qui en sont dépendants. Par exemple, les pays du Golfe sont dépendants des importations alimentaires. Malgré quelques forages dans les nappes profondes et quelques fermes au milieu du désert, ils ne se nourrissent quand même pas avec ce qui pousse sur place. C'est aussi le cas du Venezuela, par exemple, qui a connu une crise profonde. La Russie a un tiers de son PIB qui dépend des hydrocarbures. Alors c'est un pays qui est tenu. C'est pas un pays qui a des problèmes massifs d'autosuffisance alimentaire, mais enfin ils en ont pas. Mais enfin, voilà, il va falloir voir ce que ça donne. Donc la baisse durable du prix du pétrole, parce que le coronavirus va quand même impacter les économies occidentales, grosses consommatrices de pétrole pendant des mois. Et comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble de l'année, on va avoir une récession, c'est à peu près évident. On va avoir une récession sur l'ensemble de l'Europe, on va avoir une récession aux États-Unis, tout ça commence à faire beaucoup, et peut-être même une récession en Chine. Donc tout ça commence à faire beaucoup, et donc le prix du pétrole, il est quand même pas prêt de se redresser à mon avis. Enfin, en tout cas pas dans les circonstances actuelles. Donc il y a un vrai sujet qui est à regarder de très près, qui est la déstabilisation dans ces pays-là, qui par ailleurs sont tenus avec de la redistribution, parce que c'est aussi des pays dans lesquels vous avez des cohabitations religieuses qui ne se passent pas toujours très bien, notamment, hein, et donc il va y avoir aussi un sujet de ce côté-là. Il est parfaitement possible que dans la foulée de ce qui est en train de se passer, je parlais tout à l'heure d'une canicule, on se prenne une nouvelle vague de réfugiés. Voilà, ça fait aussi partie des choses qui sont possibles. Je ne sais pas à quel horizon de temps. En fait, ça n'est qu'une question de temps. Donc on a aussi un sujet de ce côté-là qui est de savoir quelles répercussions dans le monde va avoir le retour du baril à un prix très très bas qu'on n'avait pas connu depuis une vingtaine d'années, alors que dans le même temps, un certain nombre d'États se sont développés en comptant sur une manne pétrolière qui était, enfin se sont développés, se sont organisés plus exactement, en comptant sur une manne pétrolière beaucoup plus abondante que celle qu'on a aujourd'hui. Donc c'est aussi un facteur d'instabilité qui pourrait très bien se rappeler à nous d'une façon désagréable dans les mois et les années à venir. Euh, alors, dans les autres questions qui avaient été posées, euh, ah si, tiens, une question qui vient d'être posée à la volée. Est-ce que la fonte du permafrost peut libérer des nouveaux virus? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Et je suis mal documenté, c'est fait partie des choses qu'il faudrait que je regarde, sur les éventualités possibles en ce qui concerne les micro-organismes qui pourraient être décongelés, on va dire, à cause de la fonte du permafrost. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est une question. Il me semble avoir vu passer, mais je suis totalement incapable de savoir si c'est un hoax ou si c'est quelque chose de sérieux. Il me semble avoir vu passer à une époque un sujet sur l'anthrax. Voilà, mais je ne sais pas du tout si c'était un canular ou si c'est quelque chose de sérieux. Allez. Allez. Ah, est-ce que j'ai prévu une réserve alimentaire? Non. J'ai comme d'habitude quelques paquets de café dans la cave, voilà, et quelques paquets de pâtes, mais pas significativement plus que d'habitude. Je confesse être allé acheter mes fruits et légumes ailleurs qu'au marché où j'ai l'habitude d'aller les acheter parce que j'avais peur qu'ils interdisent les marchés de plein air comme il en a été question à une époque. Mais pour le moment ça n'arrive pas, tant mieux. Donc allez chez les petits commerçants, vous êtes moins confinés que dans les grandes surfaces.
Et donc c'est tout aussi bien pour faire ses courses. Et puis en plus, il y a les gens qui ont, il y a normalement chez les commerçants bien organisés, en ce moment, ils ont des gants et ils laissent pas n'importe qui tripoter n'importe quoi sur les étals. Alors que si vous allez dans les grandes surfaces, dans tout ce qui est en libre service, eh ben, les gens peuvent tripoter exactement comme ils veulent, les fruits, les légumes, les paquets de gâteaux, etc. Donc, je pense qu'on court moins de risques sanitaires si on va au marché. Voilà. Fin de la parenthèse sur mon organisation alimentaire personnelle. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Eh bien, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de... Ah si, non, non, une question intéressante, celle sur le greenwashing. Un de mes espoirs secrets, alors c'est un de mes espoirs secrets à la fois comme chef d'entreprise, très égoïste, hein, comme président de think tank, mais aussi pour la collectivité, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment permette de mettre un grand coup de pédale de frein au greenwashing, parce que on se rendra compte que ça n'est pas une police d'assurance contre les risques réels. Voilà, j'espère vraiment ça. Et j'encourage vraiment tous les gens qui sont en train d'écouter en ce moment à essayer, alors là si vous voulez faire un tout petit truc qui peut être partagé, c'est d'essayer de faire valoir que tout ce qui est greenwashing, manifestement, ça ne permet pas d'éviter des emmerdements. Puisque le greenwashing consiste par essence, non pas à traiter le problème, mais à mettre le tas de poussière sous le tapis en espérant qu'il ne nous emmerdera pas. Bon, j'ai vraiment un secret espoir en ce moment, c'est que toutes les sociétés qui ont dit, vous voyez, le problème climatique, il est sous contrôle parce que on compense, parce que on a pris un engagement à 2050, parce que, etc., vont être rappelés à l'ordre euh, et vont comprendre que le problème, il ne se traite pas dans 30 ans et il ne se traite pas en faisant des déclarations non suivies des faits, il se traite en faisant aussi en interne, entre guillemets, quelque chose qui ressemble à une économie de guerre, c'est-à-dire à une réorientation beaucoup plus rapide de ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui veut dire que, alors que l'économie va souffrir, il faut quand même que les entreprises dégagent des moyens pour s'occuper de ne pas souffrir encore plus dans un délai indéterminé à cause d'un problème qu'aujourd'hui elles refusent de traiter. Donc j'espère vraiment que cet épisode va nous servir à montrer que de temps en temps, il faut savoir écouter les Cassandres, non pas pour avoir le moral qui part dans les chaussettes, mais simplement pour, comme je le disais tout à l'heure, comprendre qu'une analyse par scénario, c'est légitime, comprendre que des sales coups, il peut vous en tomber sur la figure, et comprendre que le bon arbitrage, c'est de dépenser un peu tout de suite, plutôt que de prendre le risque de mourir plus tard, ou de perdre une jambe, ou enfin d'avoir un dommage qui sera beaucoup plus important. Je pense quand même que c'est hallucinant quand on y pense, que on n'ait pas osé jusqu'à maintenant imposer aux entreprises, c'était ça le sens d'un coup de gueule que j'ai poussé il n'y a pas longtemps, qui à nouveau m'a valu quelques commentaires, que l'on m'a expliqué que j'étais un affreux Jojo et que je voulais la mort des vieux. Je trouve quand même hallucinant que on décide. Alors ce que je trouve hallucinant, c'est pas qu'on le décide, hein, entendez-moi bien, hein, ça j'ai pas de jugement moral là-dessus. Mais ce que je constate, c'est qu'on est d'accord pour sortir 300 milliards du placard et pour mettre l'économie à l'arrêt, 20 ou 30% de l'économie à l'arrêt, pour un problème qui concerne 1% de la population essentiellement âgée. Et symétriquement, on n'a pas jusqu'à maintenant été capable de dépenser ne serait-ce que le centième de cette somme en compréhension de à quelle distance nous sommes du mur, au motif que ça allait faire du mal aux entreprises, les empêcher d'être compétitives, etc., pour un problème qui est susceptible de pourrir la totalité de la vie des enfants qui sont en train de naître aujourd'hui. Donc je trouve ce décalage choquant, pour dire les choses. Donc ça ne me choque pas qu'on s'occupe du problème sanitaire aujourd'hui. Ça me choque qu'il y ait une telle asymétrie de moyens entre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, qui devrait en demander 10 fois plus pour traiter le problème futur.
Qu'est-ce qu'on n'a pas osé faire jusqu'à maintenant? On n'a pas, par exemple, osé imposer aux entreprises de tenir une comptabilité carbone digne de ce nom. Alors, qu'est-ce que ça coûte de tenir une comptabilité carbone digne de ce nom? Ça leur coûte 1 ou 2% de leur chiffre d'affaires. Bon, très bien, ça leur coûte 1% de leur chiffre d'affaires, so what? Ça fait vivre par ailleurs les gens qui vont le faire. On n'a pas aujourd'hui imposé aux entreprises de faire de la... imposer aux acheteurs publics, par exemple, d'être sérieux sur cette question. Qu'est-ce que ça coûte? Ben, ça coûte de les former. On n'a pas imposé aux entreprises de se former sérieusement sur la question. Qu'est-ce que ça coûte? Pas grand-chose. Ben voilà, donc on n'a pas imposé aux entreprises des mesures qui sont sur le fond considérablement moins coercitives que ce qu'aujourd'hui on est en train de s'imposer. Donc le fait de lutter en guerre, de partir en guerre pardon, contre le greenwashing est une manière de contribuer à ce que demain on se rende compte qu'il y a d'autres combats qui méritent qu'on se donne des contraintes. Et il n'y a rien d'illégitime à se donner des contraintes. Je répète une chose que j'ai déjà souvent dite aussi, c'est les entreprises, toutes les entreprises, la mienne y compris, n'innovent que sous la contrainte. D'accord? Il n'y a pas d'innovation sans contrainte dans le monde des entreprises, et tous les gens qui écoutent et qui font partie du monde de l'entreprise le savent très bien. Il n'existe pas d'innovation sans contrainte. Ah, est-ce que vous pouvez nous composer quelque chose d'intelligent contre le greenwashing? Me demande Alexandre. Eh bien, la réponse est oui. Ça fait partie des projets que le Shift Project voulait mettre en route, et donc on va le faire. Alors en fait, on va le faire à l'envers. On va faire le parfait manuel du greenwasher. C'est-à-dire, si vous voulez greenwasher à fond, voilà quelques bonnes recettes qu'on vous conseille d'utiliser. Mais du coup, ça dira en creux quelles sont les choses à ne pas faire et les mesures qui ont du sens. Mais oui, oui, ça fait partie de nos projets. On a ça dans les tuyaux. Eh bien, on s'oriente doucettement vers la fin. Ah, puisqu'on parlait des jeunes. Quel conseil est-ce que je pourrais donner aux jeunes de 16-17 ans qui sont pétris d'anxiété? Eh bien, la réponse est, je pense que c'est pas tant une affaire de fond qu'une affaire de forme. C'est-à-dire que les gens qui sont pétris d'anxiété, d'une manière générale, ce qui leur est utile, c'est d'être accompagnés. C'est qu'ils sentent qu'on est proche et qu'on s'occupe d'eux et qu'on a envie de faire des choses pour eux. Donc, sans vouloir être grandiloquent, la bonne réponse, c'est l'amour et l'empathie. Ça, c'est la première. La deuxième bonne réponse, c'est de les aider à comprendre, parce que comprendre ce qui se passe, c'est quand même toujours une forme de libération de l'angoisse, même si ce qui est en train de se passer n'est pas toujours très rose. Et donc il y a un deuxième truc qui marche, je crois, qui s'appelle l'enseignement ou les explications. Je pense que ça a aussi une vertu. Puis il y a un troisième truc qui s'appelle l'action, tout bêtement. Quand on est ado, en général, on rêve d'action. On rêve d'action transgressive, mais on rêve d'action. Donc la troisième chose à faire, c'est de les mettre dans l'action. C'est la troisième, me semble-t-il, des choses qui est utile. Voilà, voilà. Ah, dernier point, allez, je vais finir avec ça. Le confinement actuel fait exploser les flux vidéo. Alors oui, et en fait, le confinement actuel met aussi, semblerait-il, le réseau un peu sous tension. Parce qu'il y a 1 milliard de gens qui sont en train en ce moment de remplacer leurs rendez-vous physiques par des rendez-vous alors téléphoniques ou en vidéo. Moi-même, je n'y déroge pas, puisque c'est pas complètement sûr que ce Facebook Live aurait eu lieu si on n'avait pas décidé des mesures de confinement. J'espère que vous êtes tous en train de me regarder en hyper basse définition. D'abord, comme ça, on voit moins les poils de narine. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin, vous pouvez même regarder sans l'image, ça marche aussi bien. Donc là, il semblerait en ce moment, oui, qu'il y a un petit sujet de surcharge sur le réseau Internet. Donc oui, effectivement, c'est le moment par excellence pour... c'est le moment par excellence
pour tout mettre en basse définition, si possible avec juste le son, pour essayer de prendre quelques bonnes habitudes. Il y a quelqu'un qui également proposait qu'on commence à lancer un jour de diète réticulaire. Alors je ne sais pas si c'est en ce moment qu'il faut le faire, parce qu'on est privé de toute interaction par ailleurs, puisqu'on ne peut pas aller se serrer la louche, aller bouffer chez les uns chez les autres, etc. Mais je trouvais que c'était une idée intéressante d'essayer de se mettre à la diète réticulaire un certain nombre d'heures ou une journée par semaine. Voilà, je trouve ça intéressant. J'espère également que le moratoire de fait qui vient d'être lancé sur la 5G, puisque à la faveur de ce qui vient de se passer, on a un tout petit peu repoussé les enchères, euh, va donner un peu plus le temps de se muscler sur est-ce que vraiment, au moment où on va chercher à faire repartir l'emploi, on a besoin de pousser les gens à changer tous leurs smartphones importés et les équipementiers à utiliser plein de nouveaux, enfin et les opérateurs de réseau, pardon, à faire appel à des équipements importés, tout ça pour télécharger plus rapidement des vidéos, ou est-ce que l'expérience récente vient de nous montrer qu'on avait d'autres chats à fouetter? Comme je suis d'un naturel optimiste, eh bien, j'espère que c'est la deuxième éventualité qui sera retenue, pas la première, et que ce projet sera sagement remisé dans les cartons d'où il n'aurait jamais dû sortir, et que à ce moment-là, on s'occupera de faire des choses un peu plus essentielles pour garantir une société résiliente à l'avenir. Je ne suis pas complètement sûr que la 5G va augmenter la résilience de la société. Et ça sera le mot de la fin. En fait, on a vraiment besoin, encore une fois à la faveur de l'épisode qui est en train de se produire en ce moment, que le projet pour l'avenir embarque l'idée qu'il faut faire une société qui soit plus résiliente. On a été trop anesthésié par le confort passé pour avoir été capable de se mettre dans l'état d'esprit où on raisonne comme ça. Et il faut espérer que le petit électrochoc, parce qu'il faut savoir, raison garder, pardon, dyslexie quand tu nous tiens, donc il faut savoir raison garder dans le contexte actuel. Ce que nous sommes en train de vivre est un petit électrochoc. Je ne crois pas du tout que la société va complètement partir en vrille et qu'on va retourner aux cavernes à cause de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais ça serait très utile que l'épisode actuel nous serve à comprendre que c'est le début d'une réorientation. Et c'est comme vous, puisque c'était ça la question la plus plébiscitée de toutes, j'espère vraiment que ça va inciter à la réflexion. Et quelques petits signaux faibles dans les discours présidentiels récents qui peuvent laisser espérer que cette pensée n'est pas totalement absente de quelques réflexions en cours, mais c'est évident qu'il va falloir considérablement appuyer sur la pédale d'accélérateur, sans mauvais jeu de mots, de ce côté-là. Voilà, eh bien, merci à tous ceux qui ont été suffisamment patients pour attendre cette heure-ci avant de décrocher. Soyez bien confinés, profitez-en bien. Essayez de ne pas trop stresser, de ne pas trop mal supporter cet épisode actuel. Une pensée particulière pour tous ceux qui sont vraiment coincés dans un petit appartement, dans un endroit où ils n'ont pas la possibilité d'aller prendre facilement l'air. Voilà, je vous souhaite que cet épisode soit le moins douloureux possible. À bientôt!